Il ne reste que quelques heures, il faut foncer. Nous avons atteint 90% de nos objectifs de financement pour 2025. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez comme moi que payer 90% des loyers, des salaires ou des prestataires ne satisfait personne, ni le propriétaire, ni le salarié, ni les entreprises qui nous font confiance. Il nous reste donc que quelques heures pour inverser la tendance et protéger TV Liberté pour l'année à venir. Ce sont les heures les plus cruciales puisqu'elles déterminent tout le reste. Il faut donc foncer. En 2025, TVL va se renouveler en s'appuyant sur de nouveaux lieux d'expression libre et en s'adressant à des publics nouveaux. En 2025, le processus de remplacement de la presse de grand chemin par les médias alternatifs va s'enclencher. La France va vivre demain ce que les États-Unis vivent aujourd'hui et ce sera un tournant historique. En 2025, de grands enjeux et des défis immenses s'annoncent devant nous. L'avenir nous appartient. Alors, soutenez TVL, devenez acteurs de ce grand changement. Aidez-nous au cours des prochaines heures. Notre avenir vous appartient. Foncez. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour. Nicolas Vidal, vous êtes journaliste, vous animez la chaîne YouTube Nicolas Vidal Putsch. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Média le grand errement, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs et le dernier en date dont on va parler dans un instant, La tempête qui vient, comme d'habitude, ouvrage à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Alors Nicolas Vidal, vous commencez votre ouvrage avec une citation de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Je cite « Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Quel pourrait être, selon vous, Nicolas Vidal, le détonateur qui pourrait changer les choses dans la tête des Français ?» Bah oui, vous l'avez dit, effectivement, cette citation d'Édouard Philippe, il faut la remettre dans son contexte. Elle a été faite en mai 2021, au mardi de l'ESSEC. Donc en fait, c'était pas sur un plateau télé. Donc il ne pensait pas qu'elle allait avoir une exposition incroyable, cette citation, qui a été filmée et reprise sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'Édouard Philippe, il dit tout. À ce moment-là, il dit tout, il dit pas mal de choses, mais celle-ci, il dit tout. La colère rentrée des Français, elle est de moins en moins rentrée, cette colère. Elle est manifestement de plus en plus apparente. On le voit en ce moment avec les agriculteurs depuis janvier dernier. On le voit avec toute une série de professions. Les pompiers, le corps médical et pas mal d'autres corps dont on ne parle pas, parce que les médias, vous le savez, se gardent bien d'en parler, puisqu'il faudrait quand même pas donner de mauvaises idées à l'autre partie de la population. Mais cette colère, elle est là, elle est latente. Je voudrais rappeler ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes. Ça s'est cristallisé avec la taxe du diesel, mais il n'y avait pas que la taxe du diesel, on en a parlé déjà ici. Mais en fait, cette colère-là, elle pourrait éclater pour une loi, pour un comportement, pour une affaire qui pourrait sortir et qui sort d'ailleurs tous les jours. Et c'est pour ça qu'Édouard Philippe le dit. Concrètement, ce que veut dire Édouard Philippe là, l'ancien Premier ministre, dans la répression des Gilets jaunes, il n'a quand même pas été mal. Finalement, il dit que ça pourrait arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, pour une chose parfois considérée par le pouvoir en place anodine. Rappelez-vous d'ailleurs les dépenses de l'Élysée qui avaient explosé. Ça a été révélé il y a quelques semaines dessus sur les frais de bouche, frais de communication, frais de déplacement. L'Élysée a fait marche arrière, a essayé de dire on allait baisser notamment les frais, ou du moins le budget communication de l'Élysée. C'était le cas aussi, rappelez-vous, Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui avait dit un jour chez BFM qu'il n'y aurait pas d'économie à faire à l'Assemblée nationale. 3 jours après, pression sur les réseaux sociaux, l'eau monte, et Yael Braun-Pivet avec Gérard Larcher, vous savez, le gastronome du Sénat, ont fait un communiqué presque commun pour dire ouais, finalement, si on va quand même essayer de faire des économies. Donc cet exemple, pourquoi dire ? Pour dire qu'en fait, ils ont quand même conscience qu'à un moment donné, tout aujourd'hui peut être une cause de basculement, de renversement, de manifestations monstres, et bien entendu de dérapages incontrôlables. Vous dites in fine, parce qu'il y a ces dépenses, ces gabegies que les Français constatent, mais il faudrait, vous dites, que les Français prennent conscience que l'État joue contre les intérêts du peuple. Mais comment est-ce qu'on peut
leur faire comprendre ça, leur faire prendre conscience de ça? C'est la prise de conscience du déclassement, en fait. Et c'est ce que j'écrivais dans mon dernier Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie des Français qui n'arrivent absolument pas à se rendre compte qu'ils sont en train d'être déclassés. On le voit notamment, moi je le vois puisque j'habite dans un petit village du sud de l'Hérault, et il y a des gens que je connais, que je fréquente, que je connais de plus ou moins loin, qui ne se rendent pas compte que le fait d'être déclassé, ne serait-ce que sur leur achat alimentaire. Quand vous allez dans une grande surface généraliste et que vous vous retrouvez à aller chez un hard discounter, ces gens-là vous disent bon, mais c'est compliqué, c'est dur, donc je préfère faire des économies et aller dans une ancienne bas de gamme. Mais en fait, ils n'ont pas conscience que c'est un véritable déclassement. Et puis aussi c'est ce que vous appelez la morphine de la consommation. Oui. Les gens, tant qu'ils peuvent encore remplir le caddie. Même à bas prix, même à très bas prix, même s'ils mangent des choses qui sont pas bonnes pour la santé, pour pas dire autre chose. Et puis il y a aussi cette idée, moi, qui m'effraie, je vous le dis très sincèrement, c'est l'idée même que beaucoup de gens, ou du moins une partie de la population, part du postulat totalement faux, totalement avarié, que l'État est là pour leur bien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas concevoir, à un moment donné, un État, un gouvernement, un président de la République, une oligarchie, soit là pour autre chose que pour leur bien. Donc il y a manifestement une divergence d'intérêts qui est en train de nous emmener dans le mur par une classe dirigeante politique, on en parlera probablement, qui n'a plus du tout les mêmes intérêts que les Français. C'est la sécession des élites, qu'avait très bien décrit Christopher Lasch. Mais cette idée que finalement, pourquoi ils voudraient nous faire du mal? Pourquoi ils ne voudraient pas nous protéger? Pourquoi ils ne feraient pas le tout pour nos intérêts? Et ça, c'est une question de fond qui, à mon sens, est la synthèse parfaite d'une régression démocratique et collective d'une nation, la plupart des citoyens qui n'ont plus l'impression de faire une nation, qui se sont eux-mêmes autodissous de ce destin collectif qui est le nôtre, et qui sont finalement, leur souveraineté s'arrête à eux-mêmes, à leurs amis, à leurs enfants. Mais ça, c'est vieux comme le monde. À Tocqueville, déjà, on parlait depuis un certain temps, mais là, c'est criant de vérité, et ça nous plonge dans la crise également, ça nous plonge dans le chaos. Nicolas Vidal, vous sillonnez la France de haut en bas, de gauche à droite, vous étiez même il n'y a pas longtemps au Canada. Est-ce que vous constatez dans cette colère populaire une appartenance politique, une couleur politique dans cette colère? Non, franchement, je vais vous le dire, non. Moi, je ne le constate pas. C'est le procès qu'on a fait aux Gilets jaunes, rappelez-vous. Ce sont des islamophobes, des antisémites, ils sont de droite, d'extrême droite, ou d'extrême gauche. Je parle des Gilets jaunes des 6 premiers mois, des Gilets jaunes Canal historique. Et on nous a fait le même coup, on nous fait le même coup les agriculteurs. On dit qu'ils sont d'extrême droite, eux, ce syndicat-là, plus qu'un autre. Non, en fait, tout ça, il n'y a pas de couleur politique. D'ailleurs, une nouvelle fois, je suis désolé de revenir dessus, mais les Gilets jaunes, si il y a eu une manifestation de Gilets jaunes et des agriculteurs, mais surtout les Gilets jaunes, c'est que les gens se sentaient plus représentés, ni par les syndicats, ni par les partis politiques. Donc, quand il n'y a plus d'incarnation politique de ce qu'à un moment donné, les choses qui pourraient changer, quand il n'y a plus cette incarnation politique-là, qu'est-ce qui reste aux gens? Je pose la question à nos gouvernants, qu'est-ce qui reste aux gens? Mais il reste la rue, il reste la création de collectifs, il reste la création d'associations, il reste la création ou le lancement de manifestations, plus ou moins spontanées. Les urnes, pour vous, c'est terminé, vous ne croyez plus aux urnes, à la démocratie représentative? 3 exemples. 2005, on en parle souvent, le référendum sur le traité constitutionnel, on a voté à 54% non. 2008, Sarkozy le fait passer en force au Congrès de Versailles. Et pas plus tard qu'avant. Législative, je crois que le RN arrive avec 11 millions de voix. Le NFP, l'Alliance de gauche, élargie et baroque, 9 millions de voix. Et ces gens, et Emmanuel Macron, pas ces gens, Emmanuel Macron va nommer Michel Barnier avec 46 députés. Ensuite, on se retrouve Michel Barnier censuré. Et on se retrouve maintenant avec, quand même formidable, avec François Bayrou, vous savez, le haut commissaire au plan-plan. D'ailleurs, on aurait aimé voir les plans de François Bayrou, apparemment, c'est pas le projet. Et quelqu'un qui avait 36 députés à l'Assemblée nationale. À un moment donné, il y a une volonté manifeste de cette sécession des élites de ne plus écouter le peuple. Dire que la démocratie, c'est devenu la démocratie Ikea, c'est-à-dire qu'on va le samedi après-midi, pour certains bien entendu, et pas pour tous les Français, heureusement, on va voter avec sa carte bleue pour aller acheter une étagère Billy ou autre chose, mais le peuple a été littéralement congédié. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, véritablement, c'est la suite et la fin de 2005, c'est-à-dire que là, on a clairement dit aux gens, on se fout de ce que vous votez, ça ne nous intéresse pas. Il y a une politique qui est menée, il y a une élite qui défend les intérêts de Bruxelles, qui défend l'intérêt d'une classe mondialiste, d'une oligarchie également, de grands groupes privés, on le sait maintenant. Et finalement, il faut absolument tenir coûte que coûte cette ligne-là. Donc on est prêt à nommer des gens qui seraient en faveur de cette ligne-là, celle d'Emmanuel Macron. Et par contre, on ne veut plus du tout accorder aucune voix, aucune inclinaison politique
au peuple français, quel qu'il soit de gauche ou de droite. C'est assez rapide, mais voilà. Et là, on se rend compte que maintenant, c'est dit, c'est assumé, c'est justifié, et sinon, on nous dit quoi ? Si c'est pas ça, ce sera le chaos. Parce que c'est un peu la rhétorique permanente, c'est soit c'est notre politique à nous, qui est la destruction de la nation, dissolution. Il n'y a pas d'alternative pour c'est nos alternatives de l'Union européenne, des mondialistes. Il n'y a plus d'alternative. C'est ça, ou c'est le chaos. Mais vous dites qu'il pourrait rester la rue aux Français, mais quand on a vu les violences qui sont abattues sur les gilets jaunes et l'apathie actuelle, ça peut passer par où maintenant ? Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une aggravation des violences contre les Français. Mais en fait, ça passera par quoi ? C'est une grande question, et c'est une question passionnante, cette question de la révolte populaire, puisque la tempête qui vient, comme je l'ai écrit, essaie de donner quelques pistes de réflexion à ce sujet. C'est-à-dire que déjà, la situation des Gilets jaunes et la situation aujourd'hui économique de la France est démocratique, pas que l'économique, démocratique de la France est beaucoup plus entamée, beaucoup plus dégradée qu'en 2018. Et je continue de penser que quand vous avez déjà une population qui est massacrée, qui a été concassée dans la mondialisation, de cette politique bruxelloise qui va à l'encontre de nos intérêts, je pense qu'à un moment donné, tous les Français qui n'avaient pas encore compris ce qui se passait, manifestement, ne vont pas avoir le choix, en fait. Parce que la question qui se pose à nous, avant, c'était l'intérêt ou pas pour la chose publique, l'intérêt ou pas pour la politique. Aujourd'hui, est-ce que les Français qui ne veulent pas comprendre, qui n'ont pas compris pendant les Gilets jaunes, qui n'ont pas rien compris pendant la réforme des retraites, qui ont regardé de loin les agriculteurs, est-ce qu'ils auront vraiment le choix ? Est-ce qu'ils auront vraiment le choix à un moment donné ? Quand vous pouvez plus donner à bouffer à vos gamins, que vous pouvez plus payer l'assurance de votre voiture, ni le contrôle technique, ni votre carburant, ni votre alimentation, et je parle même pas des loisirs qui ont déjà été remis à la cale depuis très longtemps, et que vous avez par exemple des fêtes de fin d'année comme Noël, où vous avez un budget extrêmement limité. Si vous comprenez pas, je pense que vous êtes perdu pour la cause. Il y a des gens qui seront obligés de comprendre, avec un déni de réalité, va s'écraser sur le mur de la réalité, qui va devoir à un moment donné les appauvrir à une telle vitesse et d'une telle puissance qu'ils n'auront absolument plus le choix. Pour qu'on comprenne bien la trahison de notre classe politique que vous dénoncez dans votre ouvrage, ça serait dans quel but pour eux ? Je pense que on a parlé ici je pense qu'il y a eu une volonté délibérée d'abrutir les gens depuis 40 ans. On le voit avec le classement PISA de l'éducation nationale. Donc il y a une partie de la population aussi qui a été littéralement abrutie. On leur a vidé le cerveau à la louche. On leur a mis la télévision, l'hédonisme. Et je pense qu'également l'intérêt de la classe politique, je pense qu'elle a aussi subi ce déclassement intellectuel. Je pense qu'elle a aussi subi ce désastre cognitif. Même si, bien entendu, on le sait, on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Amélie Oudéa-Castéra sur la scolarisation des enfants à Asta, ou l'ancien émérite ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Il n'y a pas que, parce que ça a été médiatisé. Je pense tout de même que ces gens ont subi un désastre cognitif, un abrutissement également, une perte des repères, une perte des valeurs, une inculture, parce que quand on voit certains membres du gouvernement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, même peu avant aussi, c'était pas le cas, mais Emmanuel Macron, par contre, lui, ça a été le musée de l'effondrement culturel. On voit bien que ces gens, finalement, n'ont plus la France chevillée au corps, parce qu'ils sont pour beaucoup acculturés, ils n'ont pas le sens de l'histoire, ils n'ont pas le sens des valeurs, pas le sens du patrimoine. Ils voient la France, finalement, comme un rayon de supermarché, et ils ont perdu la vision de la France. Et quand vous avez perdu la vision de la France, vous devenez un consommateur, et là, pour le coup, un consommateur, mais vous êtes actif, vous êtes les acteurs même de lobby, vous êtes des acteurs même d'intérêts privés, donc vous vous tournez naturellement vers des intérêts privés, vers une carrière politique. Regardez la situation aujourd'hui politique. Vous avez une France qui s'effondre et vous avez des députés de tous les bords qui cherchent des postes. En fait, ils veulent savoir simplement quel va être le diamètre, la profondeur de la gamelle à laquelle on va leur servir la soupe de la République Macrel. On se rend compte que ces gens sont devenus des rapaces. Pour beaucoup, ils sont possédés par cette volonté d'avoir une carrière personnelle, et comme ils sont à des fonctions où ils devraient à un moment donné représenter les Français, qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, qu'ils soient même au Conseil constitutionnel ou au Sénat ou autre, finalement, en fait, pour beaucoup, pas pour tous, mais malheureusement beaucoup, ils ont totalement perdu la vision de la France. Ils ne sont plus là pour l'intérêt des Français, et on le voit bien, et ils essayent de répondre à des conflits d'intérêts. Ils auraient pu, comme vous le dites dans votre ouvrage, c'était en juin dernier, utiliser l'article de la
Constitution pour destituer le chef de l'État. Pourquoi n'ont-ils pas profité de ce moment-là? Ils auraient pu changer, renverser la table. Mais vous avez raison, mais parce que la soupe est bonne. La soupe est très bonne. Ces gens ont déjà vécu une dissolution d'Emmanuel Macron le 9 juin dernier suite à la perte de bouffe électorale qu'il a prise aux européennes. Déjà, ils ont eu très peur. Ils ont déjà très peur pour probablement, là, on verra s'il y a une dissolution ou si ça pètera avant. Mais oui, vous l'avez raison, ils auraient pu voter la destitution, c'est-à-dire l'article 68, il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça. Mais vous imaginez bien que ces gens, c'est comme les marchés. Il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'instabilité. C'est ne pas savoir ce qu'ils vont faire demain. Donc, ne pas voter la destitution, ou du moins saisir ou engager la procédure de destitution, parce qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et quelques semaines après, dans le cirque que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, que nous constatons impuissants, mais on voit bien que ces gens, finalement, quel que soit leur bord politique, je suis désolé de le dire, manifestement, ne veulent absolument pas que ça change parce que il y a des intérêts, il y a des gracieuses, des indemnités, très généreuses, on va le dire. Et puis voilà, c'est un jeu politique d'opérette, et c'est en ce sens, notamment, qu'on voit un effondrement de la classe politique et qui s'accompagne de fait, ou qui est la conséquence, bien entendu, d'une perte de valeur. Et quand je dis de valeur, c'est de valeur démocratique, c'est une valeur d'intérêt général. Et ça pose un vrai problème, parce que là, je pense que c'est vraiment le dernier stade de la putréfaction de notre vie politique, et on en parlait en début d'entretien. Si les Français ne peuvent plus avoir espoir, ne serait-ce qu'à n'importe quel parti, qu'est-ce qui se passe après? C'est ça aujourd'hui, la capacité d'y avoir une république parlementaire où vous votez pour un député d'un groupe politique, où vous vous dites, bon, moi je vais voter pour ce candidat parce que j'estime qu'il est en accord avec mes valeurs, mes opinions politiques, et à un moment donné, ça changera. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui changera. On voit bien qu'Emmanuel Macron décide tout seul. Il a fait voter des trucs, le Mercosur, rappelez-vous, il a fait voter quand même aux députés, l'Assemblée, un texte sur le Mercosur. Les députés savaient très bien que ça ne servirait à rien. Mais de qui se moquent ces gens? Mais donc ils sont allés voter comme un seul homme. Oui, contre, mais ils auraient pu danser la Macarena sur la place de la République, ça aurait été pareil. Enfin, ces gens se moquent de nous, véritablement. Rappelez-vous les accords de sécurité avec Zelensky que Macron a signé tranquillement à l'Élysée avec une bonne bouffe payée par nos impôts. Pareil, il y a eu un vote. Mais c'était un vote consultatif, pareil. Moi, je pose la question aux députés d'opposition, qu'ils soient à gauche ou au RN. Pourquoi vous avez accepté d'aller poser vos fesses sur les bancs rouges de l'hémicycle? Il fallait à un moment donné faire un blocage de l'Assemblée, constitutionnel et institutionnel. Je parle bien, on est d'accord. Il n'y a pas un appel à l'émeute parlementaire. Mais au moins dire, cette mascarade, ça suffit. Nous, on n'ira pas voter. Vous pesiez assez lourd, et vous pesez assez lourd aujourd'hui, ne serait-ce que pour peu aller voter, faire un énorme barouf, comme on dit chez moi, et faire une grande conférence de presse, tout parti d'opposition réuni. Je sais que certains, ça va leur faire saigner les oreilles, mais je pense qu'il aurait été quand même une union nationale de 3/4 d'heure m'aurait semblé évident. Dans ce sens-là, quand on voit que la plupart des députés se sont couchés devant la mascarade démocratique que nous a imposé Emmanuel Macron, mais pas qu'Emmanuel Macron, une classe politique quand même qui trahit les Français depuis très longtemps, je crois que là on arrive vraiment, je le dis, un stade de putréfaction qui n'amène rien de bon et qui va surtout amener cette tempête-là dont je parle. Et vous tirez aussi à boulet rouge sur certains journalistes, vous les rendez co-responsables de la situation actuelle. Comment vous expliquez que leur pouvoir, le pouvoir médiatique, soit aussi aligné sur les intérêts de la classe politique? C'est une endogamie. C'est une véritable endogamie de gens qui se cooptent, qui se connaissent, qui partent en vacances ensemble, qui à bien des égards ont des relations conjugales, mais ça c'est-à-dire qu'il y a une véritable endogamie, et ces gens en fait n'ont aucun intérêt, comme les députés de l'opposition, pour certains députés de l'opposition, ne généralisons pas, mais tout de même, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Donc ils font de la palabre politique. On a quand même vu des journalistes, que ce soit avant la nomination de Michel Troïka Barnier, Michel Barnier, ou François Bayrou, le commissaire au plan-plan, on a vu quand même des journalistes passer 4, 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures devant le trottoir de l'Élysée, en plein vent, avec des monnaies à attendre. Ah, une voiture qui arrive, ah, ça bouge, ah, mais vous imaginez cette nullité du commentaire politique, tout en ne disant pas finalement qu'il y avait un déni de démocratie féroce et qu'il aurait été nécessaire tout de même sur ces médias d'inviter peut-être des gens qui passent sur TVL ou d'autres médias indépendants pour donner un autre son de cloche et surtout dire aux gens. Entre gens consensuels. Bah oui, c'est quand même un peu le projet, quoi. Et puis bon, quand vous gagnez, vous avez un salaire à 5 chiffres, autant vous dire que vous n'avez pas envie de mettre un gros coup d'un pied dans la fourmilière ou de renverser la table. Le but, c'est que cette endogamie s'autoprotège. C'est un peu le fort à la mode de la trahison nationale. C'est-à-dire, ces gens sont comme ça, et bien sûr, ils parlotent. Et puis, il y a quelque chose de docte autour de ça, d'expliquer qu'il y a un centre droit, un centre un gauche, et puis peut-être que lui, si ça y avait lui. Mais les gens s'en foutent de ça. On ne peut pas impunément décrire ce gouvernement fantoche et surtout cette classe politique de clown. Je suis oui, c'est une classe politique de clown. Voilà. Vous nous dites aussi que la sphère privée est visée comme dans tout régime
totalitaires, vous les voyez où aujourd'hui, les attaques contre la sphère privée des Français exactement? On l'a vu très clairement contre la crise sanitaire. Je pense que là, on a eu les plus belles régressions démocratiques et même de nos libertés les plus fondamentales. On a aujourd'hui, ne serait-ce que, regardez la sphère privée. C'est pas forcément rentrer chez vous, c'est déjà le cas. On rentre déjà chez vous avec la télévision, la propagande et autres. Mais ne serait-ce que sur les impôts également. Quand vous payez un nombre d'impôts, qu'on est le pays le plus imposé du monde, notamment de l'OCDE, et qu'on continue à vous ponctionner, notamment les classes moyennes, par diverses taxes, diverses et variées, la taxe foncière et toutes sortes d'impôts, on rentre chez vous. On vous enlève la capacité d'agir, on vous enlève la capacité d'élever votre famille, on vous enlève la capacité d'éduquer vos enfants, on vous enlève la capacité de choisir le collège ou le lycée de vos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on vous réduit à une forme d'esclavage économique ou financier dans laquelle vous êtes pris, parce que dans ce pays, vous bougez un doigt, là à là, on tape dessus. Et je pense que ne serait-ce que ça, on parle aujourd'hui de l'épargne, parce que ces gens, vous comprenez bien qu'il y a 3 400 milliards d'euros de dette, il y a 6 000 milliards d'épargne. Je ne suis pas sorti de Ulm, mais je me dis qu'à un moment donné, quand on regarde les choses froidement, on va aller essayer de piquer dans nos épargnes. On le dit, ça fait un moment qu'on en parle de tout ça. Là aussi, c'est tomber dans l'affaire privée. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont eu des transmissions de maisons, de patrimoine, ou qui ont simplement bossé et qui ont pu mettre un peu de côté. Et on va dire à ces gens-là maintenant qu'on va venir chercher dans les épargnes, qu'on va continuer à faire je ne sais comment, contrats à terme ou des emprunts d'État obligatoires, et on va venir piquer dans vos épargnes. Ça, littéralement, c'est une violation du droit de propriété privée. On ne parlerait pas ici de la maison et de tout ce qui attend les Français, notamment sur la propriété immobilière. Mais là, on a des gens qui viennent vous faire les poches, littéralement, et puis vous avez d'autres qui sont sénateurs, qui sont députés, qui sont premiers magistrats de la Cour des comptes, qui sont présidents du Conseil constitutionnel, qui sont présidents du Sénat, présidents de l'Assemblée nationale, et qui se goinfrent. Faut-il le dire ? Alors maintenant, on a le droit de le dire de plus en plus. Bon, vous ne pouvez pas le dire, hein, mais je suis désolé, à un moment donné, vous ne pouvez pas, ces gens-là, vivre sous les ordres de la République avec des indemnités très généreuses, tous les avantages afférents à la fonction. Ces gens doctement viennent sur les plateaux télé pour vous expliquer qu'il va falloir faire des efforts. Manifestement, même si ça paraît un peu hâtif, je crois que ce n'est plus du tout hâtif et que ce 2 poids 2 mesures, manifestement, ne fait que mettre des pains de C4 sous une marmite en ébullition. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils cherchent de plus, ces gens-là. Je ne vois pas ce qu'ils cherchent de plus. Vous faites l'éloge quand même de la France des Lumières dans votre ouvrage, Nicolas Vidal, et en même temps, vous dénoncez le mépris de classe des politiques qui nous ont gouvernés décennie après décennie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un lien de corrélation entre justement cette idéologie des Lumières et ce mépris de classe ? Alors moi, oui, c'est Lumière, je le pensais avec, on a eu Pierre Mendès France, on a eu Léon Blum, on a eu des grands hommes, Charles de Gaulle et d'autres, on pourra en citer quelles que soient nos obédiences politiques. Et puis aujourd'hui, on a Stéphane Séjourné, l'ancien ministre des Affaires qui lui sont très étrangères, on a Maud Bréjean, on a Attal et d'autres. Il y a manifestement, on en parlait tout à l'heure, un déclassement intellectuel de nos élites. Mais le problème, c'est pas ce qui est devenu la République ? Non, moi je suis convaincu, et là c'est intéressant comme question, très intéressant, c'est-à-dire que je pense véritablement que cet effondrement intellectuel est un peu la cause de tous nos maux. C'est une grande question que j'ai avec mes amis, certains qui sont politisés de la République, chose à laquelle je ne crois pas. Enfin, je n'appelle pas de mes vœux, déjà je suis pas homme politique déjà, mais c'est quelque chose que je n'appelle pas pour la bonne et simple raison que je pense que c'est pas les institutions à mettre en jeu, hormis on pourrait avoir quelques réserves pour le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, ça je vous l'accorde bien volontiers, mais je continue de penser que le problème n'est pas la structure des institutions, le problème est l'effondrement, une nouvelle fois, je l'emploie beaucoup parce que je pense que c'est véritable, des gens qui les occupent, des gens qui les mènent, des gens qui sont censés nous mener vers un monde meilleur ou au moins une nation un peu plus apaisée et qui sont aussi là pour défendre nos intérêts. Et je pense que cette façon d'avoir cet affaissement, il a aussi énormément joué. Et je pense que malheureusement, ça a touché tous les sphères de notre vie politique, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, que ce soit les ministres, parce qu'on voit quand même des gens en tant que ministres, enfin il y a des ministres quand même, et c'est pas un ministère qu'il leur faut, c'est un atelier d'éveil avec des gommettes et des cubes, manifestement. Non mais ça c'est sûr et certain. Et on se retrouve avec ces gens qui sont là à la tête de l'État. Et en plus, pour certains, ils sont méchants comme la peste. Enfin vraiment, on a vraiment des gens qui sont péremptoires et qui sont prêts à nous faire les poches, je l'ai dit, mais je le pense. Et donc quand vous mettez des gens avec un pouvoir, parce que la 5e était intéressante à partir du moment où vous aviez quelqu'un comme De Gaulle. C'est ça que c'était intéressant. C'était le seul d'ailleurs. Oui, c'était quelqu'un qui avait compris qu'à un moment donné, l'intérêt supérieur, c'était la nation. Voyez-vous ce que je veux dire ? La Cour suprême en France, c'est le peuple. Il avait dit, ces phrases, tout le monde les connaît. Je sais que les téléspectateurs TV la connaissent bien. Mais aujourd'hui, on a eu des Gabriel Attal, on a eu des Jean Castex, on a quand même une fanfaronnade de ministres et de secrétaires d'État. Et quand vous mettez dans les mains les outils de la 5e, avec Emmanuel Macron, qui est véritablement, Macron est un danger, littéralement, quand il est à la tête de la 5e République, enfin, du moins
moins président, donc il a tous les outils de la 5e, là on se retrouve en grand danger. C'est le problème, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un grand danger avec des gens qui sont devenus des VRP de mondialisme, des VRP de Bruxelles, et puis avec Emmanuel Macron, enfin le sale gosse Emmanuel Macron, qui est absolument capable de tout. C'est dans ce sens, voyez-vous, que je ne crois pas que ce soit le problème des institutions en elles-mêmes, mais c'est de la qualité dégradée des gens qui les occupent surtout, et qui les gèrent. Voilà. On assiste, Nicolas Vidal, ça sera ma dernière question, vraiment à une multiplication des médias alternatifs, mais vous nous dites que, au fond, l'information indépendante, ça ne leur suffit plus aux Français et qui veulent servir à quelque chose. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait servir pour l'intérêt du pays à titre individuel, pour le Français qui se pose des questions, qui dit mais qu'est-ce que je pourrais faire? Oui. Alors moi j'ai vraiment des rapides observations là-dessus. Moi j'ai dit ça parce que on me le dit très souvent quand je suis sur mes émissions sur ma chaîne YouTube. On me dit, mais maintenant c'est bien de parler, on sait tout ça, certains, mais il faut agir, il faut passer à l'action. Autre chose, quand je fais mes conférences pour mes livres, je vois qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de collectifs partout. Donc déjà, je me dis, moi, je ne peux faire que des observations parce que je ne suis pas ni homme politique, ni représentant politique, ni membre d'aucun mouvement d'aucune sorte, mais je peux constater tout de même qu'il y a des gens qui aujourd'hui passent à l'action, ne serait-ce qu'avec des conférences, des collectifs, toute une série de choses qui amènent, qui montre que la citoyenneté, pour bien des gens aujourd'hui, est une ébullition permanente pour eux. Ils sont obsédés aujourd'hui d'arriver à eux-mêmes, à leur niveau, d'agir pour essayer de trouver une solution à tout ça. Il y en a qui réécrivent la Constitution, d'autres qui invitent des conférences, qui invitent des gens, des auteurs, des hommes politiques et tout. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais est-ce que ça suffit? J'ai envie de vous dire, à première vue, ça suffit pas, puisque ce qui devrait suffire dans ce pays, ça s'appelle le vote, ça s'appelle le référendum, c'est la vie des Français. Et manifestement, cette classe politique a décidé d'excommunier les Français en faisant de leur vote un cadeau bonus dans un paquet de lessive. Est-ce que vous pensez qu'on évitera la violence, Nicolas Vidal? J'ai dit que l'affrontement était inévitable. Je continue à penser, et je le dis immédiatement, je déplore ça. Parce que c'est à une fois que il y a un affrontement qui pourrait advenir tel qu'il est. On peut même pas imaginer ce que ça serait. Exactement, c'est incontrôlable. C'est souhaitable pour personne, il faut être clair. Mais je leur pose la question encore. À quoi vous entendez-vous? Comment voulez-vous que cette histoire finisse bien? Ça ne peut pas bien se finir. Et vous continuez. Êtes prêt à tuer des gens? C'est voilà. Ça en fait. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Eh bien sûr, en fait c'est ça. Mais il faudrait qu'à un moment donné, ces gens se ressaisissent. Et puis je pense que certains ne peuvent pas se ressaisir parce qu'ils ont quand même coulé dans le bac de la bêtise. Donc manifestement, c'est les Jacques Mariot de la bêtise et ils sont très profonds. Mais ils remonteront jamais à mon avis. Et non, on pourra jamais. Et oui, moi je pense que c'est vraiment pas souhaitable. Parce qu'une fois s'il y a une explosion populaire qui est bien plus intense que celle des Gilets jaunes, après ça devient incontrôlable. Et franchement, c'est pas souhaitable. Mais que nous apportent ces gens-là, si ce n'est du néant, du chaos et de la bêtise? Rien. La tempête qui vient, c'est l'ouvrage de Nicolas Vidal à retrouver sur la boutique en ligne de TV Liberté. Merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup de votre invitation.